C'est parti. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de l'œil du SR, votre émission hebdomadaire de la webzine urbanstreetreporter.com. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, on a deux invités autour de la table. Mbarka, comment tu vas? Bonjour, ça va? Tranquillement? Ouais, ça va. Content d'être avec nous? Heureuse. Alors, on te reçoit aujourd'hui à Urban Street Reporter. Tu as parlé de ton mari, malheureusement bloqué au Yémen. D'ailleurs, la vidéo qui arrive très prochainement sur notre site internet. Et justement, ce sera l'occasion de parler autour de la table de la situation du Yémen, très peu connue du grand public. Et notre deuxième invité, Fares El Fersan. Comment tu vas? Ça va, merci. Très honorée d'être ici. On est content de t'accueillir ici à Urban Street Reporter. On t'a aussi interviewé. Ça arrive aussi très prochainement. Il a du boulot là. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il a du boulot. Et donc, du coup, tu es photographe de rue. Voilà. Et on en a discuté lors de ton interview. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre son site internet photographe-de-rue.org. Voilà, ce sera noté juste en dessous. Et deux chroniqueurs. Fares, et là maintenant c'est bon, t'es installé Fares. Ouais, c'est bon. Troisième émission, troisième. Ouais. Ouais, troisième, ouais. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. Avec toi, on va parler basket. Ouais, c'est mon sujet. Ouais. On voit la Faut casquette, savoir on voit le que style, Fares, tout ça. il est grave calé en NBA. C'est Tout ce qui est ça. basket là. Et pas que NBA. Il est bon en basket en général. basket, ouais. Voilà. En basket, Ne c'est le bon. réduis pas à la NBA. Excuse-moi, Fares. Ouais, y a pas de la Voilà, on va notamment parler d'un événement, le Quai 54. Voilà. Tu vas un peu nous Qui aura en lieu le parler. week-end prochain d'ailleurs. Ouais, le Exactement. 8 et le 9 juillet. Voilà, on va en parler. Et mon dérangeur, Ibrahimou. Salut tout le monde. Toujours un plaisir d'être là avec toi. Ouais. La sardine internationale. Comment rien. L'international, ouais, j'aime bien comment tu m'appelles. L'international, comment rien, ça me plaît. Toujours cabralisé. Toujours, ça bouge pas. C'est Ouais, important. C'est important. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur nos réseaux sociaux qu'on va mentionner bien évidemment. Et donc du coup, on va commencer cette émission et on va évoquer un petit peu la situation au Yémen. Ibrahim, tu nous as fait un petit peu un résumé de ce qui se passe dans ce pays maintenant depuis quelques années. Ouais, c'est pas très drôle. Je vais essayer Ouais. de résumer parce que la situation sur place est très complexe. Tout a commencé en septembre 2014. Le conflit a commencé en septembre 2014 quand l'Arabie Saoudite a bombardé l'aéroport de Sanaa, la capitale du Yémen. Et donc l'aéroport, les Saoudiens mènent une guerre contre les Houthis. Tu me corriges, c'est bon. Marca, si je dis une bêtise. C'est bon Donc pour moi. les Saoudiens mènent une guerre contre les Houthis en ce moment. Et sur le terrain, les Houthis sont en conflit aussi contre l'État, contre les En fait, rebelles. les forces gouvernementales soutiennent l'armée saoudienne. Voilà, donc c'est ces contre actions. l'État, quoi. Voilà, Les tout à fait. Houthis sont contre l'État aussi. Et il faut savoir que ce conflit comme beaucoup de conflits partout dans le monde, ceux qui subissent, c'est les populations. Il y a déjà eu 600 hôpitaux qui ont été bombardés, 1600 écoles. Aujourd'hui, il y a plus de 3 millions de personnes qui souffrent de malnutrition, qui ont besoin activement d'assistance. Et donc voilà. Et donc, face à tout ce conflit, il faut savoir que quand tout est bloqué, les réserves alimentaires ne peuvent pas arriver. Et le peu qu'il y a, du coup, c'est l'inflation. Les prix explosent, ça augmente. Et du coup, les populations ne peuvent pas vraiment se nourrir convenablement. Et voilà, actuellement, il y a aussi le choléra qui sévit là-bas. Grave crise sanitaire du coup. Donc, grave crise sanitaire, humanitaire. Franchement, c'est la totale. C'est vraiment la merde au Yémen, là, en ce moment-là. Et les ONG ont beaucoup de mal à travailler là-bas, parce que sur place, c'est les rebelles, les outils, tout ça, là, ils contrôlent tout, en fait. Donc, c'est très difficile d'y accéder. Là, c'est bloqué du côté de l'Arabie Saoudite au nord. Au sud, ils sont sur la mer aussi, ils sont partout. Ouais. Tu vois, donc c'est vraiment très compliqué sur place, même pour les ONG. Et je trouve dommage, même si c'est compliqué aussi pour les journalistes reporters d'aller sur place pour transmettre l'information, mais ce serait bien d'en parler quand même plus dans les médias. C'est grave quand même, 3 millions de personnes qui sont en train de mourir, c'est chaud. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va en parler ici à Urban Street Reporter de cette situation au Yémen. Et je me tourne vers Mbarka. Malheureusement, ton mari est bloqué là-bas. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer sa situation? On l'a débloqué depuis 2014. Moi, j'ai été repartie là-bas pour repartir faire ma vie avec lui. Donc de façon sédentaire, parce qu'on avait une vie un peu de nomade, qui était liée un peu à ma situation personnelle et familiale.
donc depuis 2014, on vit grâce aux réseaux sociaux. Donc on communique que comme ça, ou parfois par téléphone, si j'ai les moyens, puisque aussi le réseau électrique ne marche plus depuis 3 ans. Au Yémen. Donc il recharge son portable via un moteur de voiture. Et puis pour les modems, eh ben, il fait un peu à la MacGyver hein, avec ce qu'ils peuvent. Enfin, ils ont des ressources. Ils arrivent à trouver, je ne sais pas comment, mais ils arrivent à trouver des ressources. Sur place, c'est compliqué parce que les deux, donc les Houthis et les Saoudiens se font la guerre. Ils ne veulent pas s'asseoir devant une table pour négocier et parler d'une paix. C'est compliqué parce qu'à cela s'est ajouté les éléments Daesh, les éléments Al-Qaïda. Il y a l'impossibilité, alors que les Syriens, eux, peuvent, parce qu'effectivement, il y a des frontières terrestres avec la Turquie, ils peuvent s'enfuir. Le Yémen, c'est complexe, parce qu'au nord du Yémen, il y a Al-Qaïda et il y a l'Arabie Saoudite. Donc si tu t'enfuis dans le nord, les Houthis te chopent, ils savent que tu t'enfuis, donc ils vont t'emprisonner, parce que tu vas t'enfuir chez l'ennemi. Là, à Dramaut, c'est une grande chaîne montagneuse, et derrière, tu as le Sahara du Sultanat d'Oman, donc bon courage si tu veux y aller. Et dans le sud, si tu veux passer pour aller en Éthiopie et Somalie, bah, tu as les pirates aussi somaliens. C'est vrai que même au niveau géographique, c'est assez compliqué. Ils sont enclavés. Ouais, ils sont enclavés. Il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que le Yémen, avant même ce conflit, c'était le pays le plus pauvre du Moyen-Orient. Ouais, et donc avec cette crise, ça n'arrange pas les choses. Ça n'arrange pas du tout les choses. Quoi. On va en parler maintenant. Alors, Faraz, déjà ton regard déjà par rapport à cette situation au Yémen. J'avais déjà entendu parler de la situation, mais j'avais pas vraiment fait mes recherches. Mais là, avec ce que vous avez dit, ça me fait plus réfléchir parce qu'il y a beaucoup de pays où il se passe beaucoup de choses et on n'en parle pas assez. On parle d'autres événements et du coup, en fait, on nous cache les vrais problèmes qu'il y a dans le monde. Par contre, on nous montre quand l'Arabie Saoudite accueille le président des États-Unis pour faire la danse de la guerre et signer des contrats de milliards en termes d'armement. Pour vendre des armes qui vont justement tuer ces populations. Et du coup, ça donne à réfléchir sur ce qui se passe dans le monde. Même concernant, on parle juste un petit mot, concernant la vente des armes, il faut savoir que ça va à l'encontre du droit international. Parce qu'il y a une règle, c'est qu'on ne vend pas des armes à des pays qui commettent des crimes, ce genre de crimes. Et la France l'a déjà fait. Et les États-Unis. La France l'a fait et Amnesty l'a dénoncé. Donc voilà. Après, il faut se demander qui font ces règles-là, qui gèrent tout ça. C'est les mêmes c'est les mêmes qui les revendent, mais qui ne les respectent pas. Voilà, donc on peut rien faire sur ça. Est-ce que la situation diplomatique risque d'être bloquée, sachant que l'Arabie Saoudite est un allié des États-Unis? Est-ce que ça aussi, ça a emmené à pas arranger le conflit risque de s'enliser davantage avec ce qui se passe aussi par rapport au Qatar, puisque ils ont gelé toute relation diplomatique avec le Qatar parce qu'ils étaient plutôt de connivence avec les Iraniens. Donc là, on a un nouveau roi, le roi Salman, qui paraît être, je ne le connais pas, mais impitoyable, et qui veut gagner coûte que coûte. Voilà, les Yéménites sont des pions pour les Saoudiens. Les Saoudiens n'ont jamais eu de considération pour le peuple yéménite. Même pour ceux qui vivent là-bas. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle ce qu'on peut nommer une race aryenne. Hein. Ils sont supérieurs et puis eux se détrônent. Qu'on en tue un ou qu'on en 10 000. Ça n'a pas d'incidence ou d'influence, hein, parce qu'ils auront leur beefsteak le soir, et puis leur somme d'argent dans le compte en banque. Donc je pense que c'est pas près de... Je pense pas qu'il y a une issue à moyen terme, parce que le conflit diplomatique avec le Qatar ne fait qu'accentuer justement cette scission chiite-sunnite dans cette région-là du monde. Après, moi je pense que ce qui complexifie encore plus la chose, c'est qu'au-delà de la simple guerre, les Houthis c'est des chiites. Et l'Arabie Saoudite c'est des sunnites. Je pense que ça aussi ça joue. Et le fait que les Houthis, je suppose, et je pense qu'ils sont soutenus par l'Iran. Alors les Houthis, en gros, c'est une tribu dont le chef s'appelle Al-Houthi. C'est un nom de famille, Abdelmalik Al-Houthi. Les chiites yéménites en soi sont proches des sunnites, ce sont les zaïdites. Le président Saleh fait partie des zaïdites. Il n'y a jamais eu, depuis des millénaires qu'ils vivent ensemble, jamais eu de conflit interethnique entre sunnites, chiites et même juifs, parce qu'il y a des juifs dans la région d'Amran, là où exerçait mon mari. Il y a des juifs yéménites
qui refusait aussi de faire la Alia, je crois, la Alia, ouais. parce qu'ils se sentaient avant tout yéménites. Donc il n'y a jamais eu de conflit d'ordre culturel ou culturel au Yémen. Ce sont deux pays qui veulent sûrement le territoire pour faire passer le gaz. Il y a la mer Rouge, il y a la mer d'Oman. Ouais. Voilà, donc c'est une guerre stratégique. Pour des fins aussi économiques. Oui, Voilà, pour des fins au économiques. détriment d'un pays. Donc, Au détriment d'un peuple. comme on le dit toujours, le nerf de la guerre, ça reste malheureusement l'argent dans le Mm. conflit. Et pour conclure sur le Yémen, on va s'intéresser un peu à la population qui souffre justement de cette crise-là. Est-ce que les ONG, alors, je ne sais pas s'il y a des associations, des ONG qui se penchent, je pense qu'il y en a, mais est-ce qu'elles peuvent avoir un réel poids pour justement faciliter le quotidien des Yéménites? Alors, je pense qu'elles sont de bonne foi, ces ONG. Il y a les deux plus grosses que je connais qui sont actifs. Et Action contre la faim. Action contre la faim et Amnesty. Maintenant, c'est vrai que moi, j'en parlais dans mes communications avec mon mari. Je disais, ben voilà, il y a des ONG qui commencent à se mobiliser pour lutter contre la famine et puis la propagation du choléra. Et mon mari me disait, non, non, surtout pas. Donnez en Somalie, donnez au Rohingya, donnez en Irak, mais ne donnez pas au Yémen. Et je lui dis, mais pourquoi tu veux pas qu'on donne au Yémen? Et il me dit, parce que tout simplement, les Houthis se saisissent de l'intégralité des stocks. Pour moi, t'es yéménite, enfin, t'es un être humain, je te donne quoi. Eux se saisissent du stock, prennent le stock, le distribuent au leur, et puis ce qui est périmé, ils le redonnent après à la population. Mais une fois que c'est périmé. On a l'impression que il n'y a pas vraiment de Parce de qu'ils font solution. il y a des checkpoints, parce que Ouais. à l'intérieur c'est très complexe et en fait on peut pas le voir de l'extérieur parce que le Yémen c'est comme en Irak, c'est très tribal. Et c'est pas qu'une simple question de sunnite chiite. À l'intérieur même du sunnisme, du chiite au Yémen, il y a encore des tribus. Et en fonction de la région où tu vis, c'est pas la même chose. En tout cas, voilà, n'hésitez pas déjà à vous intéresser à ce qui se passe un peu au Yémen. Voilà, on a essayé un peu de vous éclairer sur cette situation en 10 On n'a pas minutes. entendu elle faire ça sur ouais. sur le sujet. J'ai rien à ajouter, en fait. Sincèrement, en fait. Là, C'est clair, dommage que ouais. le terme les journalistes français sont reconnus mondialement. On parlait autrefois, jadis, de reporters de guerre. Il n'en existe plus. Je ne les vois plus. On n'a que des tabloïds qui est que sur du sensas. Du sensationnalisme. Ouais, malheureusement, c'est un l'instant peu immédiat, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de profondeur dans. Ouais, c'est un peu la ligne éditoriale de pas mal de médias aujourd'hui, le tabloïd, comme tu le dis, le sensationnalisme. C'est ce qui fait le plus vendre et malheureusement, c'est ce que les médias font en ce moment. En tout cas, je vous incite vraiment à vous intéresser à la situation au Yémen et voilà, essayer. Notamment, il y a une vidéo sur la page d'Action contre la faim qui résume très bien la situation. C'est très synthétique, c'est 2 minutes. Ils expliquent le pourquoi du comment du conflit. Donc, je vous invite à aller regarder, à le suivre et soutenir aussi si vous voulez. Exactement. Alors, on va passer au deuxième sujet, un peu plus léger. C'est vrai un peu plus gai. Un peu plus gai, c'est le basket, le basketball. Notre Américain autour de la table, Fares. From the Yankees. Exactement. Qui est venu aujourd'hui pour nous parler de ce sport et tout d'abord d'un événement qui aura lieu la semaine prochaine, le Quai 54. Le 8 et le 9 juillet. Alors, le Quai 54, c'est un tournoi international de streetball qui est à l'initiative de Hamadoun Sidibé. C'est un franco-malien de 40 ans qui est très fan de basket et de hip-hop. Et il s'est inspiré des modèles de tournois de streetball. C'est les tournois de rue. Tournois de rue. Ça veut dire que c'est du basket, sauf que les règles elles sont un peu allégées. Ouais. C'est un peu comme le foot de rue. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, en gros, ça se passe dans la rue, c'est avec des gens de la rue. Et il s'est inspiré des modèles qu'on voit aux États-Unis à Rucker Park, c'est à Harlem, et à Venice Beach, c'est en Californie, je crois. Et il s'est inspiré de ce modèle pour l'exporter en France. Et ça fait depuis 2003 que cet événement existe. Et c'est un événement qui est sponsorisé par la marque Jordan. D'ailleurs, il devait venir l'année dernière, c'est ça? C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et comme ils ont dit, comment c'est un événement qui est gratuit, enfin, cette année c'est plus gratuit, mais depuis plus de 10 ans c'est gratuit. Du coup, à chaque fois, ils annoncent la venue des stars en question et les gens ils se ruent devant l'entrée. L'an dernier, ils ont annulé l'événement parce que c'est la police qui a dit qu'il y aurait un risque d'attentat.
Ouais. Et surtout parce qu'ils ont annoncé la venue de Kobe Bryant. Bryant. Donc ils avaient On va peur dire de mal gérer Ça aurait été la la folie, hein. situation. Et Ouais. même quand ils ont annoncé Jordan, Jordan n'est pas venu à cause de la sécurité qui n'était pas adéquate. Après ça, je pense que c'est une question d'organisation. Si c'est bien organisé, même si c'est gratuit, tous les jours, il y a des événements en France. Si c'est bien organisé, la police y met du sien pour sécuriser, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas, quoi. Ouais. Et du coup, c'est un événement qui ressemble aussi au All-Star Game, par exemple. Ok. Il y a un tournoi, en fait, il y a 16 équipes et c'est par élimination. À la fin, il y a un grand C'est vainqueur. pas des équipes de pros. Il y a des amateurs et des professionnels et D'accord. qui viennent de tous les pays du monde. Et le gagnant gagne quelque chose, soit il y a un prix, un trophée, Euh, je sais pas moi, une vainqueur, draft. les champions de streetball. Ouais. Voilà, c'est ça le prix. Ensuite, c'est pour le plaisir, ils viennent pas pour. Ouais. Peut-être qu'il y a un prix, c'est un prix symbolique, on va dire. Et il y a un concours de dunk, il y a de la danse, Ah oui, il c'est y un a vrai de truc. l'ambiance, Ouais. il y a beaucoup de spectacle, choses. un peu, quoi. Ah Il y a ouais. des stars qui viennent. C'est sponsorisé par Euh, Jordan quand même. ouais. Donc, c'est quand même Il y un a vrai des stars comme Dossé, Niska, Fadjo, des stars nationales, internationales qui viennent et c'est pour que les gens C'est viennent cool. passer un bon moment. truc. Alors, tu peux nous répéter les dates? Le 8 et le 9 juillet, allez acheter vos places vite parce que ça part très très vite. On combien de mettra places les informations comme d'habitude. Je crois que c'est à partir de 20 euros. Ça me Ouais. fait cher, quand même. Bon, le crevard Ibrahim de retour, bien évidemment. Mais ça va se vider très rapidement. Ça vaut le coup, vu comme il nous l'a décrit quand même. Ça, Oh, mais c'était gratuit avant. Pourquoi maintenant Ah oui, Ah, il y a mais oui, aussi mais maintenant, des, faut il y a aussi monétiser. des joueurs NBA qui viennent assister c'est cool. à l'événement. Non, c'est un vrai truc quand même. C'est un vrai C'est truc. Avec toi aussi, bon, aussi autour de la table, rapidement une question autour de la popularité du basket. Selon vous, quelle est la place du basket en France? Est-ce que c'est un sport qu'on peut considérer comme étant un sport majeur ou ça reste quand même un sport un peu à la marge et un peu réservé à une certaine catégorie de la population? Moi, je pense que c'est un sport qui est de plus en plus populaire, notamment grâce à l'équipe de France, qu'elle soit féminine ou masculine. Ils ont perdu d'ailleurs les Ils ont quand même fini les filles ont deuxième. perdu Ils ont quand même fini contre deuxième. l'Espagne et Ouais, Attends, le l'Espagne, premier truc que tu dis, c'est qu'ils ont perdu. On peut l'Espagne, dire avant non, qu'ils mais sont c'est arrivés en non, finale mais quand c'est même. dans l'actualité, c'est dans l'actualité. La Rappelons médic, quand même elles sont que finalistes. l'Espagne, c'est le plus grand rival Bien de sûr. l'équipe de France féminine ou masculine. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, non mais c'est vrai, non, mais c'est important de le préciser. Ouais, non, mais toi, t'es toujours dans le Mais je suis fier négatif. de la parcours, moi je suis content, c'est bien. Ça s'est pas entendu en tout cas. Ouais. Ouais. Et il y a de plus en Ouais. plus de joueurs français qui vont aux États-Unis Ouais. pour jouer en NBA. Et je pense que ça se popularise de plus en plus. Ça sera jamais aussi populaire que le foot, mais ça a quand même une place majeure en France. Fares, avec personne. Ouais, je suis d'accord avec toi en fait. Hein. Au collège, au lycée, je connais pas beaucoup de personnes qui pratiquent pas le basket. Hein. Donc oui, il y a... Mais ça fait des années quand même. Hein. Enfin, moi, je me pose pas cette question. Je pense que oui. le Ouais, c'est vrai basket est un sport qu'au de collège, au lycée, il y a pas mal d'initiations basket. Ouais. Après, en termes de licenciés, dans les clubs, on va dire, c'est vrai qu'il n'y en avait pas énormément au départ. Et c'est vrai qu'il y a une explosion avec le parcours de l'équipe de France, enfin des équipes de France, que ce soit chez les femmes et chez les Et hommes. aussi, quand on regarde la rue, il y a énormément de terrains de basket dans Aussi. la rue. Là, c'est vrai. Même s'ils Alors, sont la utilisés, médiatisation aussi joue beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup des médias, de cette relation sport-média. Ça joue pas mal. Et c'est vrai que la multiplication des chaînes sportives, ouais. Aussi. notamment avec les diffusions de grands matchs de la NBA aussi, Ouais. et de l'évolution des Français justement en NBA, permet justement de donner ce regain justement cette envie-là aux jeunes de pratiquer ce sport-là, ce sport collectif. C'est vrai. Après, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'influence du basketball américain en France, au-delà du simple sport, en fait. Dans la mode, par exemple, Il y a tout un style autour il y de a la tout un NBA. style. Quand tu regardes les Jordan, c'est du basket, Ouais, en même fait. ceux Tu vois. qui Même ceux qui connaissent rien au basket, ils portent des Tu Jordan. regardes les claquettes chaussettes, c'est les joueurs de NBA qui l'ont inventé. C'est vrai, hein. C'est pas un truc qui a été Ouais, inventé ou par le rappeur les- français, là, comme les médias se le disent. C'est les joueurs de NBA qui l'ont sorti, Ouais, ça, notamment Allen Iverson. par exemple. Ça fait 10 ans. Et en plus, c'est à fait cause de plus 10 lui, ans, ça. c'est à cause de lui qu'ils ont instauré dans la règle NBA Ouais. pour tous les joueurs NBA qui viennent au match, qui Ouais. jouent pas, de s'habiller en costard. Et même Ah. ceux qui jouent deviennent en costard. C'est vrai. Il y a tout un style autour Après, même au niveau des ouais. maillots, tu vois de plus en plus de personnes. Par exemple, il y a les chanteurs aussi qui popularisent ça. MHD qui s'affiche dans un clip avec le maillot d'une équipe.
voilà, forcément, ça influence certains jeunes à s'habiller aussi un peu pareil, tu vois. Mais c'est Même pas si on y pratique. connaît, Il faut on y rappeler connaît aussi rien, quoi. que dans les maillots NBA, ils vont changer d'ici l'année prochaine parce que Adidas ne sera plus Ce sponsor. sera Nike, Ça sera Nike. effectivement. Et Dites-nous, ça, hein, ouais, et ça fait à peu près 10 ans que c'est Adidas. c'est vrai. Et avant, c'était Champion. Oh là, champion. Ouais, c'est une marque vraiment à À l'ancienne. l'époque de Jordan, quand même. Pour les anciens, C'est lui Im qui qui a est derrière la popularisé. caméra, elle n'est pas d'accord avec moi. Dites-nous hein, ce que vous pensez du basket et de sa popularité, si vous-même vous pratiquez le basket au quotidien. On va rester dans le sport et on a appris cette semaine la disparition de Louis Nicolin, le président de Montpellier, qui est mort à l'âge de 74 ans, président emblématique hein, du club héroltais, avec quand même un beau palmarès pour un club comme Montpellier, avec un titre de champion de France en 2012, Ouais. Coupe de France en 90, pas mal de grands joueurs qui sont passés par Montpellier, Laurent Blanc, Eric Cantona, pas mal d'hommages hein, dans le milieu du foot, c'est vrai que sa disparition a choqué pas mal d'acteurs du sport, au-delà même du ballon rond. Ibrahim, Bah, après, moi, je pense que c'est une disparition qui est marquante parce que c'était le dernier président fondateur d'un club, en fait. exactement. Et franchement, il avait fait pas mal de choses dans le milieu du sport parce que lui, à la base, c'est un entrepreneur, si je ne me trompe pas. Ouais. Il avait commencé par du sponsoring, en Il sponsorisant est dans la déchetterie. dans la déchetterie. Voilà, c'est une Ouais. entreprise de déchetterie. Et il avait sponsorisé des équipes de rugby aussi. Ouais, ça n'avait De pas rugby. trop marché. Ouais. Ça n'avait pas trop marché. Il a fondé ce club. Et voilà, comme Montpellier était champion, c'était quelque chose. Il s'était fait des teintures. Ouais, il avait fait Voilà, une crête. c'était, Ouais. c'est un président emblématique quand même. Parce qu'au-delà de tout ce qu'il a fait, il y a aussi Ouais. tous ses coups de gueule, Ouais. son franc-parler. Bah, c'est pour ça aussi qu'on l'aimait ou qu'on l'aimait pas. Ouais, Mais voilà, c'était un personnage clivant, en tout cas voilà. On tenait à lui rendre hommage à l'œil du SR et autre disparition. Alors là, on va quitter le sport, on va être plus dans la politique. C'est Simone Veil qui est décédée à l'âge de 89 ans, ancienne femme politique française, symbole de la lutte des femmes via l'autorisation, la loi qu'elle a fait pour l'autorisation de l'IVG, qu'elle avait présentée à l'Assemblée nationale en 1974. Je me dirige vers vous les femmes, Simone Veil. Est-ce que ça C'est quoi vous pour éveille, vous est-ce que ça éveille quelque Alors, chose? Bravo Ibrahim, quel jeu de mots. C'était la dépénalisation de l'avortement, pas. C'était pas l'autorisation de l'avortement. C'est bien de le préciser. Voilà, c'était la dépénalisation. Et ben oui, quelle résistante. Voilà. Après, moi, je pense que c'est une femme aussi, au-delà de son lutte. De sa lutte. De sa lutte. Au-delà de sa lutte pour les droits des femmes. Ouais. Il faut savoir qu'elle a vécu la Shoah aussi. Elle était l'une des rares survivantes du camp d'Auschwitz. Je ne sais pas si je prononce bien. Et donc voilà, ça aussi, c'est important de le signaler, quoi. C'est une figure qui s'en va. Pareil, on lui rend hommage à Simone Veil. Donc c'est vrai que deux figures emblématiques hein, de leur domaine, Louis Nicolin et Simone Veil, qui nous ont quittés cette semaine. C'est la fin de cet œil du SR. Juste avant, Ibrahim, peut-être parler de la photo juste en dessous. Alors, Juste juste en haut, une question. pardon. Une Ouais. question. Alors, selon vous, où a été prise cette photo autour de la table? Paresse. Déjà, pas loin d'ici, déjà. Ok. Je dirais Sarcelles. D'accord, Sarcelles. Pas loin de la sortie du RER également. Ouais. Super. T'es venu en RER aujourd'hui. Je suis venue en véhicule. Enfin, vos bâtiments hein, à Sarcelles, Gaz ressemble à ceux du 93 dans le nez. En fait, j'ai raté ma question. En fait, je voulais que quelqu'un me dise ah ouais, c'est pas dans le Bronx tout ça là, tu vois. Ah ouais, c'était ça les réponses que t'attendais. C'est ça que j'attendais. Malheureusement, ça n'a pas marché. En tout cas, c'est une photo qui a été prise par l'Instable Photographie. On salue comme toujours. Ouais. Hein, donc c'est une photo qu'on a faite avec les jeunes, bah, justement à Garges-Sarcelles. Donc c'était pendant qu'ils étaient en train de faire tomber des bâtiments. Donc voilà, c'est un quartier très populaire. Un coin très connu et un très beau cliché de l'Instable. Voilà. Ouais, très belle photo, très beau tirage également en fait. Superbe papier, non, magnifique. Vraiment. Voilà. Donc on salue bien sûr l'Instable Photographie et vous pouvez voir toutes nos photos sur notre site internet urbanstreetreporter.com. Ou même sur notre page Instagram. Exactement. Exactement. On mettra de toute façon tous USR nos réseaux officiel. sociaux en fin d'émission, Ibrahim. Merci à Mbarka et Fares Elfersan d'être venus autour de la table. Merci Pour à cette vous. émission. Revenez quand vous voulez. Vous êtes bienvenus ici autour de la table. Merci à Fares.
Merci à vous. Bon, maintenant, toi, tu connais, Ouais, voilà. c'est bon. Maintenant, toi, tu viens quand tu veux. Voilà. Tu es maintenant notre chroniqueur en herbe et le dérangeur, comme d'habitude, qui m'accompagne. Merci à toi. Bah, merci à toi, merci à Fares El Fersan, merci à Fares, à Barca, et merci à Inde. J'allais la remercier, mais Elle a insisté, non, mais- on la remercie non, quand non, mais même. parce qu'elle me laisse même pas terminer mon C'est speak et elle me incroyable. dit et moi. Merci Inde, voilà, derrière la caméra. D'ailleurs, elle surveille pas trop la caméra, mais bon, Voilà. bref, je savais pas ce qu'elle fait. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux qui vont s'afficher juste en dessous. On vous souhaite une excellente journée. À la semaine prochaine. Salut. Salut. 1970, I was sent through a heaven. Je fais le décompte. Vas-y. Moi, je suis dans. Vas-y. 1, 2, 3. Salut à toutes.